On va commencer. Alors, donc pour les présentations, Louis Castel, donc je suis le manager de la business unit test d'intrusion chez SSL 24/7. Donc on réalise des audits de sécurité, réponse à incidents, tests d'intrusion, mais on fait également des tests sur les IoT. Donc là, le but de cette présentation, qui va durer une vingtaine de minutes, donc il restera 5 minutes pour les questions, est de vous présenter les résultats des recherches qu'on a effectuées sur les IoT liés au domaine médical, afin d'avoir un angle de comparaison par rapport déjà aux IoT standards et au niveau de sécurité sur les IoT standards, mais également donc sur l'IT de manière générale. Voilà. Donc, petite présentation de l'agenda. Donc, les 10 premières minutes vont être dédiées à la présentation du contexte, donc donc les IoT de manière générale, IoT lié à la sécurité, les risques encourus. Ensuite, on présentera la méthodologie qu'on a utilisée pour attaquer ce sujet-là. Et à peu près au milieu de la présentation et à la fin, deux démonstrations sur, donc la première démonstration sur un objet connecté qui est un test d'alcoolémie, un alcotest connecté, un smart alcotest, et des électrostimulateurs. Donc là, en gros, vous imaginez bien le scénario. Le premier, donc ça va être, ce qui va être intéressant, ça va être de récupérer le résultat, voire de le modifier. Et le deuxième, ça va être d'attaquer l'IoT en direct et de pouvoir effectuer une attaque, pouvoir envoyer des charges électriques. Et ensuite, une petite conclusion et ce sera l'heure des questions. Donc, je vais commencer par introduire, forcément on n'est pas les premiers à étudier ce sujet-là, hein. Il y a eu plusieurs recherches sur les IoT dans le domaine médical. Donc les recherches sur les IoT, je vous laisse imaginer que ça a été fait en long et à travers. Et donc la plus intéressante de ces recherches, pour notre avis, c'est la recherche de Barnaby Jack en 2012, donc sur les pompes à insuline, mais également sur les pacemakers. Et donc c'est en 2012, hein, donc ça commence à dater. Dans son blog post Broken Earth, Jack en fait a écrit même un petit commentaire parce qu'en fait il y avait une série télé, alors je crois que c'est Les Experts, qui avait été basée sur ses recherches, ce pacemaker. Et dans son blog post, il disait qu'en fait le proof of concept qu'il avait réalisé était encore plus simple que celui que la série télé avait mis en œuvre. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il avait prouvé qu'on pouvait à distance prendre le contrôle d'un pacemaker. Alors à l'intérieur de quelqu'un ou pas, hein, forcément pour les tests il était à l'extérieur, et donc pouvoir uploader un firmware malveillant et pouvoir à distance l'éteindre. Voilà. Donc quand il uploadait un firmware malveillant, il pouvait envoyer à volonté des décharges de 830 volts. Donc je vous laisse imaginer les dégâts. Donc, voilà, ça c'est le risque maximal qu'on puisse imaginer sur les objets connectés liés au domaine médical. En parlant de risque, les IoT sont, même s'ils nous ramènent de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux usages dans la vie de tous les jours, et ça va continuer, hein, je ne pense pas que ce soit une tendance à la baisse, voire c'est plutôt l'inverse, ils ramènent de nouveaux risques. Donc forcément, à travers les IoT, on utilise de la data, ça manipule des datas, donc aussi bien avec son téléphone portable, les datas vont dans le cloud, le device il récupère des informations personnelles, des infos médicales, donc ça on va le voir. Et donc forcément ces données peuvent être volées. Une perte d'intégrité, donc là si on imagine que les IoT manipulent des choses, font des actions. Si on est capable de modifier les données qui sont envoyées à la volée ou de modifier les actions, donc il peut y avoir des effets. Et enfin, déni de service. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler du botnet Mirai, et donc constitué de au moins plus d'1 million d'IoT. Et donc, les IoT, de par le fait qu'ils se démultiplient, qu'ils soient largement utilisés par le grand public, deviennent des botnets très intéressants, puisque voilà, 1 million de connexions à la fois, ça peut faire des dégâts, et ça en a fait. Donc,
On peut traduire tous ces risques dans le domaine médical, hein, donc vol de données médicales, les dossiers patients. Donc, alors ça, c'est très intéressant. Sur le dark web, on peut voler on peut acheter un numéro de carte bancaire pour info pour une dizaine d'euros. Un dossier patient, ça coûte un vrai dossier patient, ça coûte une centaine d'euros. Donc, il y a tout un marché là-dedans. Il y a tout un marché pour les attaquants là-dessus. Au niveau de l'intégrité, pareil, fraude à l'assurance. Si l'IoT il est censé donner des informations qui transmet ensuite à la société d'assurance. Et bien sûr, quand on parle de pacemaker, etc., ce sont des actions critiques. Et si on est capable de s'intégrer là-dedans, l'attaquant est capable de modifier ce que l'objet fait et les interactions, puis y avoir des dégâts. Et donc voilà, utilisation dans un botnet au niveau du service, mais aussi si on est capable d'arrêter l'objet et c'est un usage critique, comme un pacemaker, voilà, il y a un risque important. Ok, donc méthodologie de recherche. Donc là, on va présenter les recherches sur deux objets. Alors, il y en a un qui n'est pas dedans, c'est l'électrostimulateur, mais on verra après une petite photo. L'alcotest, il est à droite, donc évidemment, pas de nom de vendeur. Pas de nom de vendeur, mais pas de vraie photo des objets, ou sinon avec marque cachée. On a bien sûr testé sur d'autres objets. Donc, on a même d'autres démos, donc spiromètre, thermomètre, voilà, où on a pu prouver en fait des failles, des attaques sur ces objets-là. Et donc, en gros, nous, ce qu'on a fait, c'était d'acheter une dizaine d'objets liés au domaine médical sur Internet, donc des objets liés plutôt pour un public de particuliers, hein, à peu près un budget de 100 euros par objet, hein, au maximum. Donc voilà, à la portée de tout le monde. Et on a essayé de regarder leur sécurité. Donc, on a vu que certains objets on n'avait pas trouvé de choses dessus, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont infaillibles, mais en tout cas, ils avaient un niveau de sécurité plus élevé que certains autres, donc notamment ceux qu'on va présenter. Voilà, donc je passe rapidement là-dessus. Une analogie avec les tests, les pentests, les tests d'intrusion standard. Nous, on est des pentesters à la base, hein, donc on suit une méthodologie stricte. Phase de découverte, phase de cartographie, phase d'intrusion, phase d'exploitation, on exploite les failles. Et ben sur l'IoT, c'est pareil. Il y a aussi une phase de découverte où on va essayer de comprendre l'historique de l'objet, la datasheet, etc. Les phases de cartographie, alors soit au niveau électronique, ce soit au niveau des protocoles, donc Bluetooth, LoRa, Zigbee, Wi-Fi, soit au niveau de l'application mobile, on va aussi cartographier l'application mobile, voir les différentes interactions. Voilà, et le but étant de récupérer le maximum d'informations de nous-mêmes sur l'objet et sur ses composants. Et ensuite, phase d'intrusion. Donc là, on essaie de trouver des vulnérabilités au niveau des vulnérabilités qu'on peut trouver sur des IoT. Et enfin, phase d'exploitation, on crée le proof of concept, on montre des attaques sur les objets. Donc ça va être le résultat de la démonstration. Donc, quelques petits résultats, même si ce n'est pas le sujet principal de la présentation, c'est toujours intéressant d'avoir un peu de statistiques par rapport à tous les objets qu'on a eus. Donc voilà, on a basé les statistiques sur 10 objets. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a des stats en 100%, 90%, etc. Donc tous les devices qu'on a audités, donc tous les IoT médicaux qu'on a audités, il n'y a aucun qui utilise de chiffrement entre l'app et le device. Donc c'était principalement du Bluetooth, hein, pour information, du BLE. Et on n'a pas vu de chiffrement en plus de celui qui était implémenté par le protocole. Donc, on va voir que le protocole BLE, en plus, il peut être attaqué. Et pas une faible ou pas du tout d'authentification entre l'application mobile et l'IoT. Enfin, la grosse majorité des devices ne protégeaient pas leur code d'application mobile, donc obfuscation qui permet de protéger contre les attaques, contre la compréhension, et stockait les données sensibles, donc les données médicales, les données stockées par l'application, sans protection. Ensuite, certains devices stockaient même des informations techniques qui pouvaient aider dans d'autres attaques. Donc, notamment, on a trouvé des clés d'API en analysant l'application mobile. On a trouvé des clés d'API qui pourraient permettre des choses, donc ça on l'a remonté au constructeur. Et on a aussi trouvé des failles de configuration, donc ça peut être sur plein de choses au niveau du chiffrement, connexion avec le back-end, ça peut être sur la configuration de l'application mobile en elle-même, etc.
Voilà. Donc maintenant, on va passer au case study, hein. Donc l'idée, ça va être de présenter les objets qu'on a attaqués sur lesquels il va y avoir une démo. Puis ensuite, on va vous montrer une petite vidéo. Alors désolé, on va pas montrer en live l'application, même, enfin l'application, la démonstration, même si ça aurait été intéressant, ça change pas grand-chose. On l'a préenregistré, mais voilà, c'est la même chose. On l'a préenregistré un petit peu avant le webinar, tout simplement parce que sinon, s'il y a quelque chose qui va pas, voilà, le dieu de la démo peut être contre nous. Ben, on va perdre du temps, ça va faire perdre du temps. Donc, c'était plus sympa une vidéo. Et donc, je vais vous présenter l'alcotest. Donc l'alcotest, hein, c'est la même chose, sauf qu'il y a un petit smart dessus, donc ça veut dire qu'il est connecté, et donc on le contrôle à distance avec une application mobile, et l'application mobile récupère les résultats du test d'alcoolémie sur son écran. On va voir après l'application, on l'utilise de toute manière. Les communications se font en Bluetooth Low Energy, BLE, qui est le protocole principal qu'on attaque dans ces démonstrations. Et voilà, on a une communication bidirectionnelle. Et les risques principaux, ça va être quoi? Ça va être pendant un contrôle de police de modifier les résultats à la volée. Donc voilà, quelqu'un qui est sous le faire passer pour sobre et vice-versa, mais aussi vol des résultats de tests à l'alcoolémie. Donc le BLE, il est pas simple, mais possible de sniffer ce qui se passe. Et donc, vu qu'on a été capable de comprendre ce que le protocole faisait, on est capable de comprendre les résultats. Voilà. Donc, les outils, je passe rapidement. BeetleJack, c'est l'outil principal utilisé pour faire le sniffing, la modification et l'hijacking de connexion BLE. Donc, prendre le contrôle d'une connexion existante et y injecter ce qu'on veut. Donc, c'est Virtual Labs, hein, Damien Coquille, qui l'a créé. On l'a utilisé. C'était très important pour nous puisque c'est lui qui nous a permis de récupérer les communications et de pouvoir ensuite les analyser. BetaJack se base sur des microbits introduits par la BBC, et donc normalement c'est pour apprendre aux enfants à l'école comment coder sur des IoT. Nous on l'a utilisé, et BetaJack l'utilise pour intercepter, parce qu'il y a une pile Bluetooth dessus, pour intercepter les communications et faire les attaques que BetaJack propose. Et on a un outil Blex que vous ne connaissez probablement pas puisque c'est un outil interne qu'on va release, je pense, vers la fin de l'année, parce qu'il y a encore des modifications. On veut notamment tout implémenter, il y aura plus de fonctionnalités que ça, et on veut l'implémenter sur des ESP, donc pour que ce soit sur des outils qui soient pas chers et voilà, que ce soit stable. Et voilà, ça permet de faire du cloning, un clonage de périphériques. Donc notamment, ça clone le slave, ça clone l'IoT en lui-même pour attaquer la partie mobile. Voilà. Et donc, la méthodologie, comprendre comment le device, donc le slave, parle à son maître, le maître étant le téléphone, trouver un moyen d'hijacker les communications. Une fois que tout est connu, cloner, donc récupérer tous les services que l'IoT propose, le cloner, donc, et ensuite mettre des faux résultats sur l'écran. Résultat, le BLE, donc c'est du BLE au niveau de la communication, ça on l'a déjà dit. Il parle en clair texte, donc il n'y a pas de chiffrement. Ça on l'avait déjà dit aussi dans les résultats, d'ailleurs vous pouviez vous en douter. Le sniffing est possible avec BeetleJack, mais pas l'hijacking. Alors pour des raisons de connectivité, ça marche pas bien. Alors ça marche, BeetleJack, ça marche avec certains IoT, d'autres ça marche pas en fonction de la communication. Mais cependant, et c'est pour ça aussi qu'on avait créé l'outil, on est capable de mettre des faux résultats sur l'application mobile en clonant le device. Et ensuite, bien sûr, on clone avec Plex. Et la petite capture que vous voyez là, en fait, ça, c'est des exemples de requêtes qui correspondent aux résultats que l'IoT envoie une fois qu'il a fini l'analyse. Alors, on va voir, il y a plusieurs étapes, hein, de 1 à 6. Alors, il fait préchauffer l'alcotest, on demande à l'utilisateur de souffler dedans, etc. Il y a plein d'étapes qui se représentent par des opcodes à chaque fois des requêtes qui sont envoyées. Et ça, c'est les requêtes qu'on a récupérées, qu'on a filtrées et qui montrent en fait les résultats. Donc là, ça va être les niveaux, en fait, niveau d'alcoolémie qu'on a récupéré. Alors, maintenant, on peut passer à la vidéo. Je présente le layout. Donc à droite, on a le téléphone portable, l'application mobile qui tourne, qui est pour le coup qui vient de se déconnecter de l'alcotest
où Blex, il est capable aussi de jammer le signal et donc en gros d'empêcher la connexion entre le vrai mobile et l'alcotest pour qu'on nous on puisse ensuite prendre sa place. Le jamming se fait avec BeatleJack également. En haut à gauche, une vidéo donc qui prend le Raspberry Pi. Donc on a implémenté Blex sur on l'a lancé sur un Raspberry Pi avec un dongle Bluetooth. Ici, c'est des petits microbits donc qui servent à rien, mais ils sont là pour montrer le cluster de microbits qu'on a pour la partie BeatleJack et l'alcotest, le fameux alcotest. Et on va voir qu'en fait, on n'y touche même pas à l'alcotest parce que en fait, on va faire croire à l'utilisateur qui l'induit, qui lance une demande de mesure, hein, une demande de mesure d'alcoolémie, alors qu'en fait, ce sera notre Raspberry Pi qui va répondre avec l'outil Blex. Donc là, juste avant la présentation, enfin même bien avant, on avait créé des fichiers, je fais une petite pause. On avait créé des fichiers pour récupérer, scanner le device automatiquement et récupérer tous les services, un peu comme un Nmap, un scan de port, mais sur du Bluetooth. On récupère tous les services qu'ils proposent, on les comprend et on crée un fichier à partir de ça dans Blex. Donc là, le fichier, il est créé, hein, on l'a créé avant de faire la démonstration. Et du coup, on est capable de le cloner. Et donc, quand on le lance et qu'on le clone, le téléphone mobile le détecte. Donc là, il détecte un changement. Pour l'utilisateur, c'est assez transparent. Il se dit, bon, allez, j'ai été déconnecté de mon alcotest, donc je me reconnecte. Et là, on voit bien qu'il y a une nouvelle connexion avec l'adresse qui correspond au téléphone mobile. Et ensuite, là, on voit une petite liste d'actions, donc entre 1 et 6. Chaque action correspond à une action différente envoyée par l'IoT. Donc, ensuite, on va simplement discuter entre notre faux IoT et notre application mobile. Et l'utilisateur victime, qui est la victime, est sur la droite. Lui, il appuie sur Start Test. D'ailleurs, je vais prendre le téléphone et je montre que j'appuie sur Start Test à ce moment-là. Hop. Et donc, on a en réponse, au niveau de l'attaquant qui est en bas à gauche, on a une read request qui nous demande maintenant l'IoT, qu'est-ce que tu fais? Et là, je dis action 2, on préchauffe. Donc, ça fait une demande de préchauffe, une simulation de demande de préchauffe à l'IoT. Voilà. Et ensuite, on continue les actions. Donc là, on va induire une action de demande de souffler dans l'objet. En 4, on simule le fait de souffler. Et ensuite, on demande l'analyse des données. Donc ça, c'est exactement les étapes qui se passent quand on l'utilise directement, mais nous, on a vraiment simulé de A à Z. Et enfin, on récupère à la fin les résultats qui sont bien évidemment faux. Hein. Je vous en laisse, vous vous en doutez, mais voilà, c'est bien au-delà de la limite légale et ce sont des résultats qu'on a induits de manière artificielle. Voilà. Donc ça, c'est pour la première démonstration, hein, qu'on est capable de faire des fausses analyses. Maintenant, on va passer à la deuxième, du coup. C'est tout bon. Donc là, le deuxième que vous voyez en photo un peu modifiée pour pas qu'on voit la marque du constructeur, c'est un électrostimulateur. Donc, il est utilisé pour stimuler les muscles ou faire des massages, donc de manière assez comment dire, soft, hein, même au maximum de ses capacités. Bon, ça peut faire un petit peu mal, ça peut être un petit peu dérangeant, mais voilà, il n'y a pas de douleur. Et donc, il utilise aussi le BLE. Et donc, on a fait exactement pareil, hein. On a analysé les communications, sauf que cette fois-ci, au lieu de simuler un device Bluetooth, qu'est-ce qu'on fait? On attaque directement l'IoT, on s'y connecte, et plutôt que d'envoyer des massages ou quelque chose, on va voir qu'on va envoyer quelque chose de bien plus fort. Donc, quels sont les risques? Principalement d'embêter les gens. Mais si on applique ce principe à des IoT un peu plus critiques, donc mettons pacemaker, c'est exactement le même type d'attaque, et que ça utilise les mêmes infrastructures, les mêmes protocoles, là, les risques sont bien plus graves, puisqu'on peut, à distance, en prendre le contrôle. Donc là, on va montrer la vidéo. Alors, je représente la même configuration que tout à l'heure, hein, la victime à droite avec son téléphone, qu'on va d'ailleurs déconnecter.
mais c'est pour vous montrer l'utilisation normale. En haut à gauche, donc ma main avec l'électrostimulateur qui est dessus, sachant que sur la main, ça fait pas grand-chose. Par contre, quand vous le mettez sur les biceps ou ailleurs, sur d'autres muscles, ça commence à faire très mal. Et les microbits qui sont utilisés, même si on les utilise pas. Et donc cet outil, on l'a appelé Châtaigne. Donc c'est un outil interne, bien évidemment. On a analysé des communications, on a regardé chaque action. Alors il y a plein d'actions, il y a le timer, combien de temps l'objet est censé fonctionner, la puissance. Donc là, la puissance, elle va de 1 à 10. Donc à 10, ça commence à faire un peu mal, mais voilà, ça commence à être un petit peu dérangeant, mais ça fait pas mal. Et il y a plusieurs types de massages, de stimulation. Donc là, on voit que voilà, à 10, la main commence à bouger, il commence à y avoir des choses. Donc là, on l'utilise de manière normale. Hein. L'utilisateur, il est connecté avec son téléphone. Donc là, on imagine que l'utilisateur, maintenant, hop, il désactive le Bluetooth, donc il se déconnecte ou il part quelque part, mais il garde le stimulateur sur lui, ou on utilise le microbit et BitaJack pour hijacker la connexion et pour jammer le signal. Donc là, du coup, le téléphone n'est plus connecté à son slave. Le maître n'est plus connecté à son slave. On lance notre outil qui nécessite les droits hauts, donc c'est pour ça que j'enlève ma main pour taper mon mot de passe, que vous ne voyez pas, j'espère. Enfin, j'en suis sûr. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il scanne tous les BLE dans les alentours. Il en trouve une petite page de BLE, une vingtaine, trentaine. Et il en trouve un, Answering BLE, qui correspond à la description d'un. Ah, et voilà. Et du coup, il envoie 8 commandes une fois qu'il est connecté. Donc, vous voyez, ça allait assez vite. Et là, par contre, on envoie des commandes d'une puissance de 20 par rapport à une échelle de 10. Donc, en gros, on a dépassé en modifiant à la main le protocole et les données que ça envoyait. Et là, par contre, l'objet fait très, très mal. Donc là, sur la main, déjà, c'est un petit peu douloureux. Mais sur les biceps, au début, j'ai essayé de trouver des cobayes pour pratiquer un peu la recherche dans l'équipe. Mais au bout d'un moment, plus personne ne voulait le faire. Donc voilà, ça c'est pour la démonstration. Donc on va vite passer à la conclusion, parce que je pense qu'au niveau temps, on a un petit peu dépassé. Hop. Donc, il existe bien évidemment des contre-mesures à tout ceci. Donc, la plupart du temps, on s'est rendu compte que les constructeurs se fiaient à BLE ou Bluetooth pour la partie sécurité du protocole, mais c'est pas suffisant. On a vu que c'était pas suffisant, il y a des attaques dessus. Et donc, il faut, en plus de ça, implémenter un chiffrement systématique des connexions avec de la crypto sûre et bien mature utilisée. Il faut authentifier chaque IoT au niveau de l'application mobile. Alors, il y a CCL 24/7, donc c'est une société qui vend des certificats, son activité principale, donc oui, je ne vais pas aller contre ça, mais c'est aussi, donc il y a des utilisations d'infrastructures PKI, il y a plein de moyens d'authentifier les IoT, mais bon, il faut le faire. Dans le futur, les futures versions du Bluetooth vont augmenter leur périmètre d'action. Donc, ça va multiplier par 10 ou par 20, donc ce qui fait que les attaques là, qui restent assez locales vont devenir possibles à l'échelle d'un immeuble, par exemple. Et donc, il va y avoir des attaques, il va y avoir possibilité de faire quelque chose d'intéressant pour les attaquants, ça va devenir lucratif peut-être pour eux. Et donc, au départ, on pensait que ces devices, ces IoT médicaux, ils étaient plutôt utilisés par les particuliers. Mais après discussion avec plusieurs personnes qui travaillaient dans des hôpitaux ou des institutions privées médicales mais professionnelles, il se trouve que dans le milieu professionnel, c'est des choses qui commencent à être mises en place. Donc, remplacer les outils traditionnels par des outils connectés. Donc voilà, ce type de risque va s'appliquer aussi à la partie professionnelle. D'où la nécessité de dès maintenant travailler sur la partie sécurité en amont de la distribution des objets. Et il va y avoir des régulations en Europe 2020, donc régulations assez strictes sur les spécifications de ce qu'un objet, de la sécurité d'un IoT, lié au médical. Hein. C'est au niveau médical hein, la régulation, et également au niveau des US. Voilà. Donc on a un peu de temps pour les questions. On a un petit peu de temps pour les questions. Si vous souhaitez en savoir plus, on va se donner 5 minutes. Voilà, pour les questions, vous pouvez les poser via le chat. Donc, il y a une part sur le client GoToWebinar, il y a une petite section questions.
Oui, les slides et vidéos seront disponibles, donc ça va être mis sur YouTube hein, tout simplement, et on vous enverra un lien pour pouvoir tout télécharger et revoir cette présentation. Alors, le protocole, j'ai une question. Bonjour, est-ce que le protocole LoRa est plus sécurisé que BLE? Alors, c'est une question un peu plus compliquée. Il y a d'autres attaques sur le protocole LoRa que BLE. Alors déjà, au niveau du périmètre d'attaque, le LoRa, c'est sur des grands, enfin c'est sur le territoire. Hein, donc, au niveau de l'action, c'est pas la même. BLE, c'est très local. LoRa, c'est des destinations, des ranges, des périmètres qui sont beaucoup plus importants. Mais voilà, il y a eu des attaques sur les deux. Donc, je dirais que dans les deux cas, ces protocoles sont attaquables et qu'il faut dans tous les cas ne pas s'y fier, au moins, enfin, seulement s'y fier. Alors, comment le chiffrement peut éviter le clonage d'un device? Alors, j'aurais dit que c'était plutôt l'authentification en fait, qui permet de le faire. Donc, si vous authentifiez le device et vous faites en sorte, voilà, là on a vu l'authentification, ça se limite à un PIN de 6 chiffres et c'est souvent 6 zéros. S'il y a une vraie authentification qui est mise en place, l'application mobile ne se connectera jamais au faux device qui a été cloné. Là, j'ai une autre question. Bonjour, combien de temps passé en moyenne pour le hack de chacun des devices? Alors, en tout et pour tout, j'ai mis 3 personnes de mon équipe pendant 2 mois sur tout le projet. Alors, bon, ils n'étaient pas à temps complet sur le projet de recherche, mais je dirais 2 mois et demi. Donc, si on divise, 2 mois et demi, ça fait combien? Ça fait 70 jours divisé par 10, ça fait à peu près 1 semaine et demie par device, sachant que ceux où on a passé le plus de temps, c'est bien évidemment ceux où on a fait des démos. Bonjour, les électrostimulateurs utilisés en musculation, est-ce qu'ils fonctionnent aussi en Bluetooth? Alors, on n'a pas regardé, on a acheté qu'un électrostimulateur, d'ailleurs on l'a acheté dans un second temps après la première salve d'IoT médicaux qu'on avait acheté. Et donc on en a qu'un seul. Alors pour le coup, celui-ci, il peut être aussi utilisé en musculation, donc il fonctionne via Bluetooth. Par contre, pour les autres, je ne sais pas, mais je dirais, enfin, je pense pas dire de bêtises en disant qu'ils utilisent Bluetooth parce que je vois pas quel protocole ils pourraient utiliser, puisque pour le Wi-Fi, ça me paraît compliqué de s'appairer à chaque fois un AP, par exemple dans la salle de musculation. Donc je pense que le Bluetooth sera le plus pratique pour ça. Oui. Ok, j'ai encore le temps pour une question, puis après on va arrêter. Merci pour vos questions, en tout cas on a plein de questions, c'est super. Pour chiffrer l'authentification du device, il faut donc revoir l'application en question. Oui, il faut donc revoir à la fois l'application et à la fois le firmware qui est installé sur l'IoT, puisqu'il faudra que côté slave, côté IoT, il gère aussi le chiffrement, il gère aussi toute la partie échange de clés avec de la crypto asymétrique, etc. Et donc, ça demande aussi, pour le coup, un nouveau firmware, voire l'envoi d'un nouveau device. Voilà, donc je pense qu'on va arrêter. Merci pour vos questions. Si vous pouvez nous contacter par la suite pour les questions qui n'ont pas été répondues, et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, merci pour vos questions, votre participation. Donc, on ne s'arrête pas là au niveau des webinars. SSL 24/7, enfin, la partie thèse d'intrusion, on va refaire un webinar. Donc, ce sera d'ici fin juillet, début août, et on vous renverra des invitations sur un autre sujet qui ne sera pas très loin de l'IoT, mais avec toujours voilà, des démos, des actions et de la valeur ajoutée. Voilà, mais je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi à vous.